Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu copier ma voix. Je vous parle donc depuis mon clavier pour vous introduire cet épisode hors série. Après un peu plus d'1 an d'existence, je vous propose un petit best-of de Data Driven 101. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager sur la data ? Charles Sutton, CTO de Data Scientist. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la data, et pareil, il faut pas céder aux sirènes qui sont évoquées. J'aime bien revenir aux origines en 2017, le contexte. On disait voilà, data scientist, le métier le plus sexy du 21e siècle. Je pense que c'était le meilleur marketing possible de la data science. Et ce qu'il faudrait voir, il faudrait pas que la data, ça soit quelque chose à part ou en plus dans une entreprise. Moi, je le vois un peu comme le digital. Ça, c'est intéressant parce que quand je collabore aujourd'hui avec les entreprises, on parle beaucoup de data factory, de transformation data, etc., etc. Vous prenez tous ces wordings-là, vous revenez 10 ans en arrière et on parle de transformation digitale, de digital factory, etc. Et donc, c'est quoi l'analogie ? C'est que la data sera l'affaire de chacun dans les entreprises demain, de manière plus ou moins profonde. Certains, comme on a pu dire, feront de la R&D, ça sera leur métier d'être des vrais data scientists au sens de scientist. Mais demain, on peut imaginer, je parlais de la compta, que demain, un comptable doit savoir utiliser un dashboard de BI, ou que quelqu'un qui fait du web marketing ait des notions un petit peu de statistique ou de data analyse pour mieux piloter ses campagnes. Et on va assister à cette intégration et cette fusion des compétences entre ce que l'ensemble des corps de métier d'une entreprise et cette extension-là qui est permise par la data. Et bien sûr, heureusement, il faut des profils plus spécialistes qui auront leur place dans ces entreprises. Donc ça, c'est un peu mon opinion. Donc c'est pas juste un métier de spécialiste ou quelque chose de compartimenté. La data, c'est quelque chose qui va vraiment se fondre dans les entreprises petit à petit. Et c'est des choses qu'on peut déjà voir. Et c'est une transformation qui opère. Donc oui, c'est un métier sexy. C'est une transformation importante du 21e siècle. Mais attention, faut pas le voir comme des ovnis ou des super champions de l'entreprise. Au contraire, ça va être une affaire collective, la data. Nicolas Marchais, Head of Sales chez Spendesk. Faut pas être floué. Je pense que ce que je racontais sur les gens qui savent manier la donnée, qui sans s'en rendre compte, finalement, on va avoir un biais de confirmation. Ils vont vouloir te sortir les données qui viennent confirmer leur propre opinion. Ça, il faut y être attentif. Moi, je pense que le point qui est, à mon sens, le plus important, c'est de se dire que tout métier, toute action peut être mesurée quantitativement. Ça veut pas dire qu'elle doit être uniquement mesurée quantitativement. On peut la mesurer de manière qualitative. Et souvent, au début de l'aventure, les métiers où c'est objectivement simple de mesurer, typiquement les métiers commerciaux, les recruteurs, c'est simple. Je suis à 0 ou 1 à la fin. Les taux de conversion. Là, c'est assez clair. Naturellement, ces fonctions-là vont être plus matures que les autres parce que c'est dans leur métier, c'est des métiers de production. D'accord ? Mais des développeurs sur la vélocité avec laquelle ils shippent le code, la qualité de leur code, des équipes marketing, même de design, la performance, des témoignages clients qu'on a pu faire, des designers qui font des user flow, etc. Tous les métiers, finalement, doivent s'attacher à essayer de se dire comment j'arrive à mesurer quantitativement, objectivement, ma performance. Et de ne pas s'arrêter à c'est impossible de mesurer ma performance. Dans un organisme qui est l'entreprise où il y a une performance qui mesure à la fin, il faut que l'ensemble des sous-fonctions, on sache comment la mesurer. Alors, ça peut être de dire, OK, comment j'essaye de rattacher ça pour pouvoir derrière aider aux décisions d'allocation d'investissement, puisqu'à la fin de la journée, quand une boîte un peu plus développée, on doit décider où est-ce qu'on met nos efforts, où est-ce qu'on met notre argent, où est-ce qu'on met pas notre argent. Et donc, si derrière, vous êtes incapable de prouver le ROI des actions, on ne pourra jamais router des ressources dans votre sens. Et c'est pour ça que c'est très important que toutes les fonctions, même celles qui sont plus éloignées d'éléments concrets, puissent justifier le ROI de leur action, que ce soit un ROI court terme ou un ROI long terme. Sinon, jamais on viendra mettre dans un budget, de 30 millions d'euros par an, on viendra jamais mettre 5 millions sur une ligne de projet si on ne sait pas ce que ça va donner à la fin. Victor Azria, Global Data Director chez JC2Co. Je suis persuadé que tu as beau avoir le meilleur algo de machine learning, tu as beau avoir la meilleure équipe de data science et les plus seniors et avec le plus de PhD possible au monde, derrière, ton algo a d'autant plus de valeur qu'il est lui-même mis en valeur par la simplicité d'utilisation. Et je pense que penser une équipe data tech, j'entends, en ne voyant que la partie data science, maintenant la partie data engineering, ça y est, ça fait 4 ans qu'on en parle, donc c'est très positif, mais ne pas forcément voir l'implication derrière du web ou du dashboarding ou juste de la data vise, je trouve que c'est une énorme erreur. Parce que derrière, en fait, ton algo, il y a forcément des utilisateurs derrière. Soit ton algo est simplement utilisé pour feeder ou pour intégrer d'autres outils. Mais en fait, à la fin, la finalité, ça reste tes users et comment est-ce que derrière, ils vont interagir avec ton outil, interagir avec ton dashboard.
Et si t'as un truc qui est pas hyper clean, hyper lisse, qui est ultra compréhensible, ça va pas forcément servir. Tu vois, je te redonne un exemple. On n'a pas arrêté de parler de notre outil de mesure de l'attention. Si tu arrives à voir dessus un petit peu les ficelles de l'IA avec des chiffres dans tous les sens, où en fait on va te donner en dessous un pourcentage de crédibilité du résultat que tu vas avoir, en fait, tu vas complexifier intégralement l'interprétation de ton résultat. Si tu donnes un chiffre en disant en fait finalement ou une visualisation en disant en fait le résultat c'est celui-là, c'est ultra simple, tout le monde va y croire. Parce que de toute façon la plupart du temps il n'y a pas forcément de challenge sur le résultat ou non, est-ce que le résultat est bon ou pas. Et en fait, c'est ça qui va driver ton usage. Mais est-ce que ton algo il est bon à 98 ou à 99,5%? L'enjeu n'est pas forcément là. Sauf évidemment si tu travailles sur des sujets de médecine ou autre, où là pour le coup, la précision est évidemment ultra pertinente. Mais que ce soit sur des sujets d'industrie, sur des sujets de médias ou autre, c'est pas le 0,1 ou 0,0001% qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'usage. Et l'usage, c'est principalement l'interface. Victor Cluzel, administrateur de l'INSEE, détaché à la Cour des comptes. Au risque que ça paraisse une opinion facile, je dirais qu'on a beaucoup de chance parce que c'est assez inédit d'avoir une concentration de data scientists, de 12 data scientists, même au sein d'une administration aussi grande que la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Et on a aussi une chance de la richesse des parcours des personnes qui sont data scientists à la Cour des comptes. Ils viennent d'écoles, mais d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Ils viennent de l'université. On a des docteurs en sciences économiques et sociales. Donc, on a vraiment une très grande diversité de parcours. Et souvent, il y a cette double dominante, c'est-à-dire à la fois pouvoir coder en R, en Python, faire de l'économétrie, tout ce qui est technique, mais aussi être intéressé ou compétent dans les domaines des politiques publiques. Par exemple, on a des personnes qui sont spécialisées en données de santé. On a des personnes qui sont spécialistes, qui ont étudié les sciences comportementales à l'école normale supérieure. On a des personnes qui sont démographes. Alors, elles sont toutes data scientists, mais toutes les composantes que je dis là, elles s'ajoutent finalement à leur compétence de base qui est celle de data scientist. On a beaucoup d'économistes aussi. On a des personnes qui savent faire du NLP, certaines du machine learning, d'autres qui sont grands spécialistes de l'économétrie. Voilà. Coralie Bedbeder d'Echelette, data lead de Joko. Une opinion que j'ai sur la data et qui m'a beaucoup frappée chez Joko, surtout quand j'ai commencé à parler à d'autres entreprises, c'est l'importance de la culture qu'on a. Parce qu'en fait, on peut avoir autant de données, autant de dashboards qu'on le souhaite si les personnes ne sont pas sensibilisées à l'usage de la donnée pour des décisions et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif que de rationnel et de fondé sur des faits. C'est beaucoup plus dur d'avoir un impact en termes d'équipe data sur le reste des équipes. Et nous, on a la chance chez Joko d'avoir une assez forte culture tech et produit. Alors, on a pas mal de profils ingénieurs, mais même en règle générale, les personnes sont assez sensibles et assez rationnelles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé, ça couplé avec de la bonne volonté, parce qu'au début, on n'avait pas tous les outils parfaits, on n'avait pas un data model top, parce qu'en même temps qu'on utilisait la data pour des sujets business analytics, on était en train de mettre en place la stack, et on a vraiment eu des personnes qui avaient parfois des profils pas du tout techniques, et qui mettaient le nez dedans, qui apprenaient le SQL, ou même du Python sur certains exemples d'eux-mêmes, et donc je pense que ça, c'est une chance qu'on a chez Joko, et qui m'a beaucoup impressionnée quand je suis arrivée. Et évidemment, on veut aller vers une simplification en même temps qu'on grossit de l'usage de la donnée. Mais je pense que c'est un chantier à pas négliger, la partie culturelle et explication, évangélisation sur pourquoi on utilise la data, pourquoi ça a de la valeur pour l'entreprise. Édouard Darchambault, CTO de Kili Technology. La data, il y en a partout. Il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont opinion-driven. Il y a des entreprises qui sont data-driven. Pour nous, c'est extrêmement important d'être drivé par la donnée, de prendre nos décisions de manière quantitative à tous les niveaux, que ce soit au niveau stratégique, sur le marché, au niveau du produit, en analysant, en comprenant les comportements de nos utilisateurs sur la plateforme, que ce soit au niveau du marketing, pour comprendre les populations de clients que nous pouvons aider. Alexandre Hanbel, Head of Data chez Inarix. Alors, je trouve que à mesure que le machine learning monte en puissance, on a souvent envie de tout automatiser et donc d'enlever les humains de l'équation. Et ça, je pense que c'est un problème.
C'est un problème déjà parce qu'on rate des opportunités d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux et on perd aussi le contrôle sur ce qui se passe. Pour moi, c'est important de laisser le machine learning, l'AI, à sa place, je dirais, donc en tant qu'outil qui est opéré par des humains et sur lequel on garde le contrôle. Bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science.